Bonjour amis et abonnés de Jam Media. Nous recevons une grande femme, Madame Balé Puchiri, première promotion de l'Université de Bouaké, sociologue au Bénet, 4e secrétaire général adjoint à la CISL Dignité chargée de la formation et de l'organisation, présidente du Forum des organisations de la société civile ivoirienne, FORCI, coordonnatrice de Action pour la restauration de la dignité humaine et aujourd'hui présidente de Alternative citoyenne ivoirienne, ACI. Madame Balé, bonjour. Bonjour. Vous partez d'échec en échec? Non, pas du tout. Ce sont des organisations qui ont été créées par nécessité. Le FORCI est mon organisation de base. Elle a été créée en 2017. L'ARDH a été créée en septembre 2018 par nécessité pour accentuer la lutte sociale. Et donnez-nous la mission concrète de ACI. ACI a 2 missions fondamentales. La première, c'est d'intervenir dans le débat national sur tous les problèmes qui affectent les intérêts du peuple. La deuxième, c'est de travailler à des élections apaisées en 2020. C'est pour cela que notre slogan, c'est pour le peuple et pour la paix. Pensez-vous que ACI répond à l'attente des populations ivoiriennes? Absolument, absolument, parce qu'aujourd'hui, la société ivoirienne est très déçue par plusieurs problèmes qui ont cours. Notre justice en qui on n'a plus confiance, en laquelle on n'a plus confiance, beaucoup d'autres problèmes qui ne sont pas réglés, des secteurs qui sont entièrement sinistrés et donc qui font des chômeurs. Il y a beaucoup de problèmes sociaux. Il y a aussi que tout le monde s'inquiète aujourd'hui pour 2020. Alors que l'un de nos objectifs principaux, c'est justement de proposer des solutions pour des élections apaisées en 2020. Donc nous pensons que ACI répond entièrement aux besoins des Ivoiriens, surtout tous ces Ivoiriens qui n'ont pas forcément de parti politique, qui devront alors compter sur la société civile pour porter leurs avis, pour porter leurs opinions. Donc, pouvez-vous nous faire un bilan concernant l'ACI? Oui, absolument. En termes de réflexion, l'ACI, dès sa création, a réfléchi par rapport au volet des élections apaisées et nous avons proposé un dialogue inclusif. Ça veut dire que aujourd'hui nous pensons que la crise ivoirienne est tellement complexe qu'une seule partie ne peut pas trouver des solutions à cette crise. C'est d'ailleurs pour cela que toutes les initiatives du gouvernement pour la réconciliation n'ont pas donné grand-chose. Nous ne sommes toujours pas réconciliés et donc nous estimons qu'il faut que tous les acteurs politiques et sociaux s'asseyent autour d'une table pour réfléchir sérieusement à comment obtenir un minimum pour avant d'aller à ces élections. Et donc le dialogue inclusif s'impose dans la mesure où actuellement aussi le dialogue politique est complètement bloqué et ce n'est pas bien du tout. Et nous pensons qu'il est de la responsabilité du gouvernement d'engager absolument ce dialogue inclusif s'il est vraiment pour la paix. Ok, nous allons aller suite à l'association sociopolitique en Côte d'Ivoire. Elle est de plus en plus délétère au regard des déclarations de certains politiques. Quel appel peut lancer ACI à ses acteurs pour que le pays ne puisse pas sombrer dans la violence? C'est vrai que de part et d'autre, les discours se durcissent, mais ACI pense que l'acteur même qui a la plus lourde responsabilité, c'est le gouvernement. Okay. Parce que c'est lui qui détient actuellement le pouvoir et c'est lui qui a la responsabilité constitutionnelle de rassembler tous les Ivoiriens, de créer les conditions de l'unité nationale dont nous avons besoin avant d'aller à ces élections. Donc si nous devons lancer un appel, c'est particulièrement au gouvernement pour que justement ce dialogue inclusif s'ouvre, mais pour que surtout toutes les conditions qui doivent être réunies avant les élections de 2020 le soient. Okay. Parlons toujours de la situation sociopolitique. Quelle analyse vous faites de cette situation? L'analyse que nous faisons de la situation sociopolitique, c'est qu'elle est actuellement très dangereuse parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le dialogue politique est complètement fermé. Okay. Et ça ne présage rien de bon alors que nous avons besoin d'un minimum avant d'aller à ces élections.
Donc l'analyse que nous faisons, c'est que le gouvernement ne fait pas suffisamment pour créer les conditions pour des élections apaisées. Quelles sont ces conditions? En dehors du dialogue inclusif, il y a tout ce qui est technique. La CEI a été mal recomposée au lieu d'être réformée. La liste électorale, qui est un instrument important, on ne parle pas encore de son actualisation, alors que dans les coulisses, on apprend beaucoup de choses qui ne sont pas rassurantes, notamment qu'il y aurait des fraudes sur la nationalité, qu'il y aurait des inscriptions parallèles, qu'il y aurait en tout cas de la fraude. Et ça, c'est très dangereux. On n'a pas aussi, on n'a aucune idée actuellement en ce qui concerne le renouvellement des pièces. On nous a dit que les CNI seraient valables jusqu'en juin 2020, mais pour la nouvelle CNI, pendant que des organisations de la société civile demandent la gratuité, comme ça l'a été en 2009, le gouvernement prend une loi pour imposer qu'elle se fasse à 5 000, alors que nous savons qu'il ne s'agit pas seulement de 5 000 francs. Pour faire la carte d'identité, il faut faire son extrait de naissance. Il n'est pas évident que sur tout le territoire, les questions de registre qui avaient été détruites pendant la guerre aient été résolues. Donc, il faut déjà payer pour pouvoir faire l'extrait de naissance, le certificat de nationalité. Il y en a qui payent le transport pour aller faire toutes ces démarches-là. Et en plus, maintenant, payer 5 000. Nous pensons qu'il faut permettre, surtout dans ce contexte délicat où nous sommes de sortie de crise. Nous, en tout cas pour nous, on n'est pas encore sortis de la crise véritablement, mais dans ce contexte où la cohésion sociale n'est pas évidente, il faut permettre que toutes les populations usent de leur droit de vote. Donc si déjà les conditions même pour pouvoir faire la carte d'identité est un problème pour une frange de la population, pourquoi ne pas céder à la gratuité ou alors accepter qu'on utilise les cartes actuelles pour y aller? Dans tous les cas, il y a un problème puisque à cause des problèmes de fraude à la nationalité, finalement, il y a beaucoup comment dire, d'assainissement à engager pour que véritablement on y aille rassuré. Ensuite, le découpage électoral. Le découpage électoral est décrié. Et on est à 11 mois des élections, aucune de toutes ces questions n'est abordée. Le dialogue politique est rompu. Du coup, nous qui sommes de la société civile, nous sommes en droit d'être inquiets et de penser que la situation sociopolitique actuellement n'est pas rassurante pour organiser des élections. Nous pensons en tout cas qu'au stade actuel, les conditions ne sont pas réunies et qu'il faille beaucoup de volonté politique pour créer ces conditions-là avant octobre 2020. Alors, dans vos réponses, vous disiez que la situation n'est pas encore normalisée. Or, le gouvernement, on entend, hein, ça va, l'armée, ça va. Et puis, bon, qu'est-ce que vous fait dire que tout n'est pas encore normalisé? Non, mais il ne suffit pas que le gouvernement dise quelque chose pour que ce soit une réalité. La tête, ceux qui sont là, ils voient tout. Ils voient tout, nous aussi on voit tout. Okay. Nous aussi on voit tout, nous sommes tous de la société ivoirienne. Nous voyons très bien que rien n'est rassurant. Je vous ai énuméré tout à l'heure des éléments. L'armée même n'est pas un modèle actuellement. L'armée qui est censée défendre les valeurs républicaines, c'est lui qui viole toutes ces valeurs tous les jours. Les populations ont peur même de l'armée qui pour nous constitue plus une milice pour le pouvoir qu'une armée qui protège le territoire et qui protège les Ivoiriens. Il se trouve même qu'une fraction de l'armée va agresser la police. Tout ça, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Ça veut dire que le gouvernement lui-même ne maîtrise même pas l'armée. Ensuite, c'est facile de dire que tout va bien. Il ne suffit pas de le dire. Quand on parle, par exemple, du dialogue politique, vous regardez comment la CEI a été composée. Le gouvernement a initié un semblant de consultation, puisque tout le monde n'a pas été associé à ces consultations. À un moment donné, l'opposition significative s'est retirée. Ça ne l'a pas empêché de constituer sa CEI. Mais le tout n'est pas d'avoir une CEI. Est-ce que cette CEI peut nous envoyer à des élections crédibles? C'est ça qui est important. Le président même l'a dit, il dit qu'il est prêt. Le président de la CEI, oui. Il est prêt pour que les élections soient vraiment crédibles. Non, mais il ne suffit pas qu'il le dise. Il faut qu'on nous donne des raisons valables. Okay. Déjà, même la CEI, dans sa composition, est contestée. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Les représentants de l'opposition ne représentent pas l'opposition significative. Les représentants de la société civile ne représentent pas la société civile significative. Du coup, cette CEI peut dire ce qu'elle veut. On dit personne ne monte son village avec la main gauche. Voilà, c'est normal qu'eux ils disent que tout va bien parce que c'est dans leur intérêt que les choses se passent de la sorte. Mais dans l'intérêt du jeu démocratique qui se veut transparent et crédible, les conditions pour nous ne sont pas réunies. Ok, autre sujet. Bon, le sujet dans votre réponse, vous avez parlé de la réconciliation nationale. Comment expliquez-vous que ce processus peine à décoller? Que proposez-vous, vous, assis, pour une réconciliation réussie? Merci. En fait, la réconciliation est une question de volonté politique. Okay. Il y a eu un conflit, il y a eu des partis qui se sont affrontés. Quand on veut faire la réconciliation, on doit rassembler toutes ces parties-là pour un dialogue inclusif. Okay. Donc nous revenons encore sur le dialogue inclusif, parce que tout ce qui a été initié jusqu'à présent a été fait par une seule partie sans associer les autres. C'est pour cela que nous pensons que c'est ensemble que nous pouvons définir le minimum qu'il nous faut pour aller à un minimum de réconciliation avant les élections, de sorte qu'après, on puisse poursuivre le reste. Donc nous, ACI, nous proposons deux choses. Que ce dialogue inclusif-là se fasse au plus tôt. Et il est de la responsabilité du gouvernement. La deuxième chose, c'est que la réconciliation ne soit pas réduite au pardon que des victimes accorderaient à des bourreaux. Okay. Il ne s'agit pas que de ça. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons entrepris ce voyage au Rwanda pour voir comment eux, qui ont connu une guerre, qui est partie aussi d'une crise identitaire comme la nôtre, ont pu se relever, ont pu aujourd'hui être un modèle que tout le monde cite. Et donc, nous pensons qu'il faut concevoir la réconciliation comme un programme de développement. Que les politiques sortent de leur discours creux, réconciliation, réconciliation, ok, mais on fait comment? Ça, on ne nous le dit pas. Et donc, ce que nous avons pu retenir comme leçon de ce que nous avons vu au Rwanda, c'est qu'il faut que cette réconciliation se conçoive comme un programme de développement parce qu'elle est multidimensionnelle. Dans cette guerre, il y a eu des pertes en vie humaine, il y a eu des pertes économiques. Et même l'après-guerre a été gérée comme dans une justice des vainqueurs. Alors, il y a encore beaucoup de préjudices que les populations ont vécu. Donc, il faut qu'on le conçoive de sorte à réparer tous ces préjudices-là sur tous les plans politiques, économiques, sociaux, humanitaires, mais qu'en plus, on rééduque les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, depuis le sommet de l'État jusqu'à la base, nous vivons dans l'incivisme aggravé. C'est incroyable, mais il n'y a rien qu'on respecte dans ce pays. Par exemple? Mais ce n'est pas compliqué. On se plaint tous les jours des violations constitutionnelles. Ça, c'est le pouvoir même qui fait ça. Okay. Bon, du point de vue des comportements même des populations, il y a des choses qui sont élémentaires que nous ne respectons pas. Vous allez au Rwanda, il y a quelque chose qui vous frappe. Chez eux, ce n'est pas les bandes blanches, c'est les bandes jaunes. Il suffit qu'un seul piéton soit arrêté devant les bandes jaunes, aucune voiture, aucune moto ne bouge. Tant que ce piéton-là n'est pas passé. Même s'il y a plusieurs voitures. Même s'il y a 1000 voitures, tout le monde attend. Et donc nous autres qui ne sommes pas habitués à ça, quand on est arrivé là-bas, tu es arrêté devant les bandes jaunes, tu vois un nombre impressionnant de véhicules, tu t'arrêtes, on te dit non, il faut passer. Donc il y a des choses élémentaires que nous ne respectons. Chez nous ici, même quand le feu indique que c'est autour des piétons, les voitures passent. C'est les piétons qui s'arrêtent pour attendre alors que c'est leur tour. Ils vont passer à quel moment? Ah, ça c'est une bonne question. C'est montrer qu'on est vraiment dans un désordre à tous les plans, sur tous les plans plutôt. Et donc, il faut qu'on rééduque les Ivoiriens au civisme. Parce que le fait même de respecter les lois, là, ça empêche beaucoup de choses. Ça empêche vraiment beaucoup de choses. Personne ne viendra prendre les armes, par exemple, pour dire que tel ne gouverne pas bien, donc chose, non. Parce qu'on est vraiment bien éduqué de façon civique, on connaît les valeurs démocratiques et citoyennes, on va dire, bon, nous, on va se préparer pour aller le battre dans les urnes. Donc, il y a une rééducation des Ivoiriens à faire sur tous les plans. Je disais tout à l'heure aussi à des amis que même le port du casque. Okay. Hier, nous, on a rencontré un policier à Yopougon qui n'avait pas porté son casque. On lui dit, mais monsieur, pourquoi vous ne portez pas votre casque? Il rit et puis il dit, je vais porter ça demain.
Alors qu'au Rwanda, vous n'allez jamais voir un motocycliste sans son casque. Ceux même qui font les mototaxis, ils prévoient le casque de leurs clients. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire. Il faut que non seulement on soit éduqué aux valeurs démocratiques et citoyennes, au civisme, mais il faut aussi que les gens acceptent de renoncer à la vengeance. Parce que ce qui s'est passé au Rwanda est plus grave que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, ils ont accepté de renoncer à la vengeance. On ne peut pas parler de réconciliation et puis continuer à avoir des discours haineux, continuer à attiser certains foyers de haine et tout ça. Et donc, c'est important. On ne peut pas aussi parler de réconciliation et puis refuser de s'asseoir à la même table que son frère. Tout ça, là, ça fait partie de la haine. Et pourtant, il y a des gens qui parlent de réconciliation, mais ils te diront, moi, celui-là, je ne m'assois pas avec lui à la même table. Donc, il y a un problème, et c'est tout le monde qui doit être rééduqué, hein, et les politiques, et les populations, tout le monde. Donc, notre situation est très grave, parce que tout commence par notre mentalité. Si notre mentalité n'est pas adaptée à la réconciliation, quel que soit ce qu'on va faire, on n'y parviendra pas. Donc, il faut vraiment l'apaisement dans les cœurs, dans les esprits, que les gens comprennent qu'il est de la responsabilité individuelle de chacun de nous de contribuer à cette réconciliation. Et justement, nous nous proposons d'ici la fin du mois de décembre à faire des propositions concrètes dans le sens de la réconciliation, si on veut bien nous écouter. Ok, j'espère qu'ils vous écouteront. Bon. Parlons du cas de la situation judiciaire en Côte d'Ivoire. Oui. Prenons le cas président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Là-bas, ils ont été acquittés. Et ici, en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a été accusé de 20 ans de prison. Charles Blé Goudé, pour lui, en cours. On voit le cas Jacques Mangwa. Que pensez-vous de la situation judiciaire en Côte d'Ivoire? Bon, en Côte d'Ivoire, pour ce qui nous a été donné de voir, il n'y a même plus de séparation des pouvoirs, puisque l'exécutif intervient dans le judiciaire, l'exécutif intervient au Parlement. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des députés qui s'en vont voter des lois anticonstitutionnelles. J'en veux pour preuve le nouveau code pénal. C'est pour cela aussi qu'on voit que des magistrats, fatigués de voir leur profession sapée, se lèvent pour se plaindre de la situation. Donc, en Côte d'Ivoire, la justice ne fait pas bien son travail. Nous avons beaucoup d'abus. Nous avons beaucoup de cas d'injustice que nous ne cessons de décrier tous les jours. Concernant la situation du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, nous avons dit depuis le début qu'il y a eu 2 poids 2 mesures. La crise a opposé 2 camps. Il y a un camp qui a été brimé, l'autre a été primé. Mais aujourd'hui, là, si on parle de réconciliation et qu'on est sincère, on ne peut pas continuer de poursuivre des personnes qui ont été acquittées par le tribunal international. Alors que nous savons tous en tant qu'Ivoiriens quelle est la liste de tous ceux qui devaient se retrouver à la CPI. Donc nous pensons que ce n'est pas normal et que dans le souci de l'apaisement, il faut qu'on permette au président Laurent Gbagbo de revenir, au ministre Charles Blé Goudé de revenir, parce que justement dans ce dialogue inclusif-là, c'est surtout les leaders qui sont concernés. Vous n'allez pas engager ce dialogue sans ces 2 leaders, sans le président Bédié, sans le président Soro Guillaume. Il faut que tous ceux qui ont une partie du peuple derrière eux participent à ce dialogue-là, afin que le peuple soit rassuré sur le fait que tout ce qui va sortir de là est assumé par leurs leaders. Donc nous pensons que ce n'est pas sage de continuer à les poursuivre de la sorte. Okay. Parce que si on voulait vraiment être juste, c'est tout le monde qu'on devrait poursuivre. Et quand on dit tout le monde, je sais qu'en tant qu'Ivoirien, on se comprend. Ok, c'est compris. Alors, quelques mois en arrière, vous parliez de la marche concernant le port des gilets orange. Aujourd'hui, plus d'informations, alors que beaucoup épousaient cette initiative. Pourquoi l'abandon, si je veux bien le dire? En fait, ce n'est pas un abandon. La marche des gilets orange avait été initiée pour lutter contre des cas d'abus et d'injustice pour lesquels le gouvernement ne nous donnait pas de réponse, n'ouvrait même pas le dialogue sur les possibilités de régler ces situations. Malheureusement,
on a été carrément empêchés. C'est-à-dire que ces marches-là n'ont pas été autorisées. Ok. Les marches n'ont pas été autorisées. C'est pour cela que nous ne les avons pas faites. Maintenant, si les gens attendent ça vraiment, qu'ils prennent leur mal en patience, parce que chaque fois qu'on nous poussera à bout, on pourrait toujours ressusciter une marche. C'est un moyen démocratique d'expression. Ok. Le dernier sujet, celui des menaces à votre encontre. Expliquez-nous les faits. Bon, on a toujours eu vent de telle ou telle initiative qui se prend dans l'ombre, soit pour enlever certains leaders de la société civile qui s'expriment trop, mais cette fois-ci, comme je l'ai dit tantôt dans certains témoignages, le mercredi 13, il y a un agent des forces de l'ordre qui m'a envoyé un message pour me demander de ne pas rentrer directement chez moi. Ok. Et comme mon portable était déchargé, je n'ai pas vite vu le message. C'est quand je suis arrivée à la maison que j'ai vu le message. Ok. Le lendemain, des agents recenseurs viennent à la maison. Ils viennent à la maison avec des badges de l'INS. Et ils posent des questions à ma soeur qu'ils ont trouvées à la maison. Ok. Il y a combien de personnes qui habitent là et quel est le nom du chef de famille. Dès qu'elle a dit mon prénom, Pulchérie, ils ont dit c'est bon, on a ce qu'on voulait. En temps, ils n'avaient rien pour noter. Ok. Donc quand elle m'a expliqué tout ça, moi je lui ai posé des questions. Je dis mais est-ce qu'ils ont montré leur lettre de mission? Elle me dit non. Je dis bon, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Quand elle m'a expliqué les détails, je me suis dit mais c'est pas comme ça que des agents recenseurs travaillent. La veille, on me dit de ne pas rentrer directement chez moi et le lendemain, des gens viennent poser des questions. Puisque nous, on habite un bâtiment où il y a plusieurs appartements. Tu peux me voir entrer dans le bâtiment sans savoir exactement où j'entre. Pourquoi le lendemain, on vient poser des questions d'une façon qui n'est pas, je vais dire, rassurante. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas pris note. Dès qu'ils ont entendu mon prénom, ils n'ont pas demandé le nom de famille. Ils disent, eux-mêmes, ils disent de leur bouche, on a ce qu'on voulait, c'est bon, et puis ils s'en vont. Donc, je me suis dit que, comme dans le pays, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui n'est pas forcément portées à la connaissance du public, pour ne pas que quelque chose arrive et qu'on me dise que je n'ai pas porté plainte ou bien que je n'ai pas signifié cela, j'ai préféré prendre l'opinion publique à témoin. Ok. Voilà. Ok. Merci bien, Madame Balé. Nous sommes au thème de notre entretien. Ouais. Quel appel pouvez-vous lancer? Le principal appel que nous voulons lancer, parce que notre souci premier, c'est la paix, c'est un appel au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Ok. On a appris dans les coulisses qu'on nous prend pour des opposants. Même si c'était vrai, son opposant là, on l'écoute. Et quand on est vraiment dans la recherche de solutions, on écoute tous ceux qui ont des choses à apporter. Nous sommes à 11 mois des élections. Et en toute responsabilité, le pouvoir n'assume pas ce qu'il devrait. Il n'y a pas de dialogue politique. Toutes les conditions techniques pour que ces élections se passent de façon crédible ne sont pas réunies. Donc nous voulons lancer un appel au gouvernement pour lui dire qu'en 2010, la guerre nous a surpris. Mais en 2020, nous voyons venir les choses. Et nous, le peuple, nous n'allons pas nous laisser faire. On préfère mourir en luttant pour nos droits, en luttant pour la paix, que de croiser les bras pour qu'on nous envoie à l'abattoir. Donc, nous avons décidé, nous, de faire des propositions au gouvernement. On espère qu'il écoute ce qu'on dit et qu'il fera un minimum pour que les élections aient lieu. Si d'ici le mois de juin 2020, nous n'avons pas vu d'amélioration significative, nous allons prendre nos responsabilités. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est de nous adresser au peuple. Nous n'allons pas rester à Abidjan. Nous allons faire une tournée nationale, en commençant à Abidjan, pour dire aux Ivoiriens ce qui ne va pas, pour ceux qui ne le savent pas, ou alors qui négligent la situation ou qui banalisent les choses. Nous sommes vraiment en danger. Il faut que les Ivoiriens comprennent que les conditions pour des élections crédibles ne sont pas réunies. Alors que tout le monde dit
qu'il ira aux élections en 2020. Donc, nous allons aller expliquer aux Ivoiriens pourquoi ces élections ne sont pas crédibles. Maintenant, comme on est habitué au passage en force, si on nous oblige à aller aux élections malgré cela, quelle attitude citoyenne tenir? Donc, voilà, nous lançons un appel au gouvernement pour qu'il se ressaisisse. Il est encore temps de créer un minimum de conditions pour les élections, notamment un minimum pour la réconciliation. Normalement, avant que les listes électorales ne soient actualisées, il faut que le gouvernement veille au retour de tous les exilés. Okay. Il faut que le gouvernement veille au retour du président Gbagbo et de Blé Goudé pour que le dialogue inclusif se fasse avec tous les leaders. Que de façon technique, toutes les questions qu'on a énumérées là puissent être résolues. Et au peuple, c'est de leur demander de ne plus regarder les politiques. Nous-mêmes, on doit prendre nos responsabilités. Le peuple, c'est lui qui vote les politiques. Donc, c'est lui qui, en réalité, impose sa volonté aux politiques. Donc, il faut qu'on se lève pour exiger ce qui est bon pour notre bien. Donc, ACI ira vers le peuple, que le peuple nous écoute et qu'ensemble, on décide de notre destin. Amis internautes, nous recevions Mme Balé Puchéry qui nous parlait de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et des menaces à son encontre. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci beaucoup.